Chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs, je suis heureux de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Je suis très étonné qu'il y ait un auditoire si nombreux. J'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir invité, notamment Madame Delilé. Le thème principal de ma conférence est la transformation du territoire anthropique. J'aborderai le sujet des mauvais sites tels que les terrains vagues avec leurs infrastructures obsolètes, décharges, etc. Et ça c'est plus important, de la contribution qu'ils peuvent apporter à une urbanité moderne. Je vais commencer avec une introduction et avec l'idée qui nous gère. La métamorphose des mauvais sites et leur contribution à une urbanité moderne demeure une vision avec des projets expérimentaux dont certains d'entre eux ont même été réalisés dans l'intervalle. Ils sont connus pour être des phénomènes uniques, à tort. Depuis assez longtemps, la profession est déjà à la recherche d'une théorie, d'une méthodologie accessible à tous pour l'avenir de la vie urbaine et d'une politique en matière d'espace vert. La métamorphose des mauvais sites est cruciale pour une urbanité moderne et le sujet doit être abordé de toute urgence dans la recherche et les projets. Nous n'avons aucune autre alternative, notamment dans un même environnement. La distance séparant les citoyens de l'industrie polluante et des infrastructures, c'est beaucoup trop réduite. Sur l'autre côté, les symboles ostentatoires de l'ancienne ère industrielle sont devenus synonymes de crise et de décadence. Vous voyez là les cheminées. Ce ne sont pas des églises et des tours. Ce sont des copies de Siena et de San Gimignano à Leeds, en Angleterre, qui ont démontré que les gens étaient très fiers avec cette industrie. L'industrie lourde, les usines d'épuration, décharges, voies ferrées et ports, autoroutes et zones inondées, mines et sites d'enfouissement ont entravé la croissance spatiale. Cette méthode consistant à émigrer et s'installer dans des lieux aux ressources intactes a été utilisée pendant des millénaires. Il ne s'agit plus d'un choix désormais. La terre est peuplée et chaque tentative d'appropriation des terres, pratique toujours usuelle au cours du siècle dernier, provoque d'énormes conflits. Il est désormais impossible de construire un nouveau Paris ou une autre New York ou Beijing. Par conséquent, nous sommes obligés de repenser la notion de ville. Nous devons nous interroger sur la meilleure façon d'intégrer les connaissances des urbanistes, la créativité des architectes paysagers et des artistes et la cohérence des ingénieurs dans les nouveaux objectifs de développement urbain. Tous les phénomènes s'opposant à l'idée d'une ville où il fait bon vivre doivent être étudiés. La ville et ses infrastructures doivent être humanisées et ces territoires doivent être librement accessibles au public. À l'aube du siècle dans lequel nous vivons, toutes ces considérations
semble encore très éloigné. Mais nous savons tous que tout a commencé déjà hier. Par où et de quelle manière pourrions-nous aborder la question à une époque où les prix des terrains sont astronomiques et où nous manquons d'espace en général? Quant à moi, je peux vous dire maintenant la chose suivante. C'est une terre en ruine que nous devons observer, une décharge industrielle obsolète et des chaînes d'infrastructures. En optimisant sa production, l'industrie a ruiné l'environnement d'État tout entier parfois. Assez souvent, la terre est irréversiblement polluée. Sa réhabilitation est difficilement envisageable. Après avoir défini l'objectif, nous allons nous poser des questions plutôt pragmatiques. Quels sont les éléments capables de visualiser au mieux le changement? À quelle partie des espaces à l'abandon pourrions-nous nous attaquer? Est-il possible d'agir de manière écologique dans les vieux quartiers des villes, dans un délai et moyennant des efforts raisonnables? Est-il possible de répondre aux nouveaux challenges tout en respectant l'environnement? Nous aimerons illustrer à l'aide de certains de nos projets les résultats d'une suite de try and error, en français peut-être tentatives et d'erreurs commises, personne ne pouvait le traduire, au début et du développement d'une analyse systématique et d'une méthode d'aménagement du territoire. Je vais débuter par un travail en Israël, le parc Ariel Sharon, un immense projet de rétention des crues et de réhabilitation d'une grande décharge située au centre. J'aborderai ensuite un parc situé à Turin, un projet en coopération avec un bureau d'ingénieurs italien et géré par mon fils. Les parties réalisées ont été construites sur les vestiges de 4 grandes usines. Les exposés et publications antérieures révélaient 2 messages importants. Les immenses constructions, témoins du passé industriel, sont désormais les caractéristiques dominantes. D'année en année, la végétation s'est accrue rapidement pour former plus tard l'expression sémantique du parc. Un parc attire ses visiteurs avant tout par l'état de son entretien et seulement par son agencement dans un second temps. C'est la raison pour laquelle je vais aborder maintenant la question du parc paysager situé au nord de Duisbourg, notamment de son état actuel. 20 ans environ après le début de sa phase d'aménagement et 10 ans après son achèvement, l'impression a déjà changé. Les mauvais sites sont la conséquence normalement des catastrophes. Les principes écologiques conduisent à une nouvelle interprétation du paysage au milieu urbain, à un retour vers une réhabilitation du thème parc et aussi à la question « qu'est-ce que c'est qu'un parc ?» Cette question que nous ne pouvons clarifier à ce jour, mais pour éclairer mes propos, je vais consacrer quelques minutes à ce sujet. Le mot parc signifie-t-il de vieux arbres immenses arborant les couleurs du printemps et de l'automne? En tout état de cause, il reflète le langage de la nature en offrant un espace ouvert de liberté en dehors et des contraintes de la
des contraintes de la ville et en conservant la mémoire collective d'un paysage jadis sans ville. Le parc est avant tout un espace public. Depuis la Révolution française, il incarne la liberté. Il incarne la nature dans un tissu urbain né depuis le début du dernier siècle, les conséquences résultant des sites industriels abandonnés et des infrastructures de transport. L'écologie a été découverte et les espaces verts sont soumis à des règles environnementales. Ils sont devenus une œuvre d'art permettant à la nature de se développer sur les sites abandonnés. Cela résulte des lois en matière d'écologie, mais est guidé et soutenu par la technologie. Cependant, l'espace vert urbain du futur conservera des caractéristiques traditionnelles. Il sera construit de manière artificielle, il fera partie de la ville, il sera strictement interdit de construire dans son enceinte, notamment dans sa zone la plus importante, séduisant par ses plantations conservées. Son apparence peut savamment représenter le paysage existant ou, dans des espaces spécialement conçus à cet effet, représenter un modèle de paysage futur dominé par l'agriculture ou la forêt. De nos jours, les espaces verts doivent suivre des principes opposés et être perçus comme le croisement de plusieurs éléments et niveaux d'information. Le premier niveau interprète l'histoire et le souvenir. Le second offre un espace dédié à l'appropriation sociale où les besoins d'une population vieillissante peuvent être satisfaits. Le troisième niveau est la représentation contemporaine de la nature. Si tous ces éléments sont réunis, nous pouvons parler d'un parc. Les parcs doivent être en partie une zone naturelle. Dans le passé, les régions sauvages incarnaient l'opposé de la culture. Aujourd'hui, ce sont des éléments importants de la culture et elles sont partie intégrante des parcs. La nature sauvage fait désormais partie de l'usage du paysage urbain et est devenue un part de paradis qui rappelle en même temps le jardin idéal où nous pouvons cueillir les fruits de l'arbre du savoir et réfléchir à la vision d'un contre-monde. Comprenant que la terre devient de plus en plus exiguë, nous devons la traiter comme un jardin. La nature sauvage survit dans le jardin. Une vision actuelle de l'autre monde repose sur la réconciliation entre les systèmes techniques et le concept de nature. Depuis l'aménagement du parc des Buttes-Chaumont à Paris, le parc se présente également comme la réinterprétation possible des paysages dévastés et la valorisation des quartiers adjacents. La question récurrente demeure celle de savoir si nous avons effectivement besoin de ces espaces verts au lieu d'utiliser la campagne. L'exploitation des terres agricoles empêche l'appropriation de grandes superficies et elles n'ont aucune fonction d'utilité.
les villes repoussent à l'extérieur de nombreux espaces verts en raison de leurs expansions et densifications. Elles s'éloignent de plus en plus de la campagne. Une évolution qui peut être composée dans les réseaux urbains uniquement grâce à des grands espaces verts. Ces espaces doivent être aménagés de telle sorte à bien intégrer les différents besoins des utilisateurs. Le projet des espaces verts du XXe siècle comprend différents niveaux d'aménagement du territoire. Je ne vais pas lire ça tout à fait. À la pointe sud-est de Tel Aviv, dans la plaine d'Ayalon, sera créé le parc Ariel Sharon. Dans la vallée du fleuve Ayalon, un bassin de rétention des eaux de 7 millions de mètres cubes sera creusé et les matériaux déterrés seront répartis sur le site. Le défi consiste à la fois à réaliser un système de rétention des énormes masses d'eau et à créer un parc de loisirs public. Le projet du parc comprend également la réhabilitation d'une immense décharge d'ordures ménagères. Nous allons nous focaliser tout d'abord sur le réaménagement du site d'enfouissement Tyria, c'est le nom, qui a été amorcé dès 1999 dans un projet artistique mené par la Fondation Beracha et son directeur Martin Weil. Un nouveau centre d'accueil des visiteurs donne des informations, c'est au centre, sur l'usine de recyclage qui est conçue parallèlement au parc. Vu de loin, Iria apparaît comme une montagne mystique au beau milieu de l'immense plaine d'Ayalon. Ce Genius Loci est né d'un projet réunissant l'art, les sciences et l'ingénierie. Entouré de deux ruisseaux, Iria est en soi plus ou moins un désert pendant 9 mois de l'année. Mais vous pouvez trouver ici des plantes robustes suivant malgré la chaleur, la sécheresse et la contamination au méthane. Nous préservons la forme en renforçant la solidité des pentes abruptes au moyen de contrepoids installés au pied de la montagne. La conception du projet se décline en une succession de différentes phases. Les berges de Loué, la stabilisation du terre-plein, les pentes abruptes, le plateau et une oasis à l'intérieur de la vallée. Il est important au regard de la forme et de la sécurité de déplacer les ruisseaux situés au pied de la montagne afin de ne pas l'inonder et empêcher l'afflux de lixivia non épuré. Ce réaménagement créait un noué où les ruisseaux serpenteront librement et où les arbres pourront grandir pour permettre de s'y réfugier à l'ombre. Les chemins traversant l'oué en hauteur conduiront au terre plein. 7 millions de mètres cubes de gravats recyclés seront déversés ici. Sur la terrasse, nous recréons les éléments existants du paysage agricole. Ils peuvent intégrer des aires de pique-nique, des terrains de sport,
ou aires de jeu, etc. Aussi des parkings. Au fil du temps, les pentes abruptes verdiront successivement comme une garrigue. D'abord, on met des terrasses temporaires ou provisoires pour stabiliser les talus. Par ailleurs, l'image ne montre pas la vérité. On y trouve cette couleur vert seulement pendant l'hiver ou 2 ou 3 mois. Sur le plateau, la végétation demeurera le plus souvent à hauteur de genoux maximum, avec des bandes vertes délimitant le système de drainage. Le plan directeur montre le principe de la structure et les éléments plus détaillés comme le drainage en forme de tronc et de branches. Cette construction alimente un dispositif de stockage pour les plantes à forte croissance. Ici, et dans l'enceinte de l'oasis et du système de collecte des eaux, des couches sont installées pour éviter l'émission de méthane et l'infiltration des eaux de pluie dans la montagne. Ici, en construction, et avec les dernières couches faites en concassé de matériaux minéraux. Ces poids lourds protègent le sol contre le vent, presque permanent, et sa couleur contre le soleil. Et de plus, les petites plantes peuvent survivre dans l'ombre du concassé. Le vent de l'ouest est très très fort sur ce plateau. Dans cette image et dans le prochain, on voit le mulch minéral qui empêche des nuages de pousse rouge et réfléchit l'irrigation avec son couleur. Les pergolas qui sont installés sont seulement temporaires jusqu'à ce que les arbres donnent assez de sombre. On peut les louer au moment pour des fêtes et des événements. Au niveau de ces arêtes internes, au-dessus de la zone en contrebas, le plateau présente une structure de terrasse avec un jardin secret situé au centre. Leur forme est la conséquence d'une situation plutôt déplaisante. La montagne n'est pas stable et les déchets bougent continuellement. Nous tentons d'anticiper ce phénomène en construisant les parois du support en pierre sèche avec différentes inclinaisons. C'est la raison pour laquelle le parois semble basculer. Au chantier, on commence à essayer comment on le fait. De temps en temps, l'entrepreneur qui fait les graviers est trop vite. En bas, l'exemple d'une mur qui est construit déjà professionnellement de matériaux recyclés sélectionnés. Les terrasses offriront des vues sur l'oasis intérieure située en contrebas et dotée d'une végétation plus dense, voire tropicale, due à un dispositif d'irrigation et de rétention spécial. La couche de drainage se déverse dans un horizon d'eau entièrement clos. Au-dessus, des masses de terre et de gravier sont déposées où les plantes peuvent pousser en ayant les pieds dans l'eau et leur tête au soleil brûlant, comme les palmiers ou les figuiers. Ce stockage souterrain des eaux est en principe la simulation d'une véritable oasis dans le désert. Le réservoir souterrain aide à minimiser l'évaporation en plein air et de plus à maintenir la température basse. L'ombre est fournie par les arbres et leurs différentes hauteurs qui forment un double toit et confèrent une atmosphère de fraîcheur. Le chantier de l'oasis, vous voyez la terre glaise pour construire les couches d'échantillité.
L'ensemble du projet demeura un site de construction pendant longtemps. Le belvédère, un point de vue construit comme un groupe d'arbres, ainsi que ses environs ont déjà été construits sur le plateau. Il est accessible à l'aide d'un service de navette. Pour ne pas modifier la silhouette, la construction est réalisée en dessous de l'arête de la montagne. Vous voyez ici la zone en construction avec la petite vallée qui va conduire vers un endroit extrêmement extroverti. Tout ensemble avec le film plastique du stockage de l'eau souterrain en blanche à côté. On voit avec la vallée, on peut diriger la perspective et exclure les autres images qu'on ne veut pas montrer. Ce tableau fait penser à la fondation Beraja qui a donné l'argent pour réaliser ce projet. On s'approche dans cette petite vallée et on voit les matériaux recyclés et les machines pour stabiliser les pentes. Le belvédère offrait une vue sur le décor de Tel Aviv. On se rend sur la terrasse, c'est-à-dire jour et nuit important parce qu'en été, la vie en dehors commence après le coucher soleil. Le belvédère est devenu le symbole de la transformation de la montagne pour les acteurs et les visiteurs. Feria n'est qu'un élément dans l'immense terrain du futur parc Ariel Sharon. En regardant les véhicules ici, en miniature, on devine la dimension que le changement de topographie et d'équilibre hydrique vont prendre. L'image montre le détournement du fleuve Chapirim et la première partie de l'Oué. Les blancs que vous allez voir sont des trompeurs. La seule crue crainte au cours de 100 prochaines années durera au maximum 70 heures en comparaison avec environ 900 000 heures de sécheresse. Mais quand elle se produira, elle sera de grande ampleur. À la frontière ouest du parc, le fleuve se jette dans un canal en béton ouvert encore, disposant d'une capacité de contenance très limitée. En cas de crue, le canal déborde. Quelques images actuelles d'inondations dans les dernières semaines de cette année, l'eau s'accumule et inonde les quartiers environnants. L'eau, c'est ce couleur beige et brun. La solution évidente des digues n'est pas possible car l'eau s'engagerait dans les mêmes quartiers via la canalisation. Par ailleurs, le barrage et les monts de séparation ne seraient pas acceptés. C'est pourquoi il faut creuser un bassin de retenue dans la vallée d'Ayalon pour 7 millions de mètres cubes d'eau. Le déblai sera intégré au terrain car il n'est pas possible d'organiser un transport de cette ampleur par manque de liaisons autoroutières et ou des ponts pour traverser les autoroutes. Le défi est ici d'atteindre une rétention efficace pour d'immenses quantités d'eau et en même temps de créer et entretenir un paysage public reposant. L'image montre la probabilité de crue du fleuve d'hiver annuel jusqu'à la crue du siècle. Malgré ces incroyables déblais et remblais de terre, le parc apparaîtra toujours de l'extérieur comme une surface plane. La pente sera à peine visible. Les activités habituelles dans un parc municipal auront lieu à l'intérieur, sur des surfaces situées en profondeur.
Il y aura aussi des espaces naturels utilisés de manière extensive. Établir une nature sauvage dans le parc est la nouveauté la plus importante. Le bassin de rétention sera creusé de deux côtes du fleuve sur environ 7 à 9 mètres de profondeur. Le déblai sera entassé des deux côtés du bassin et incliné vers l'extérieur en pente douce de 2%. Mais à l'intérieur sera créé un paysage beaucoup plus dramatique avec des talus de terre abrupte d'une hauteur allant jusqu'à 12 mètres dans lesquels seront découpées des rampes et les lignes de vue. Une terrasse naît ainsi entre les zones de déblai et de remblai sur l'ancien niveau. Nous appelons ça corridor humain, une zone de mobilité dans laquelle se concentre l'infrastructure. J'y reviendrai plus tard. C'est difficile. La topographie brévie est un zonage simple de l'espace seront la structure portante du parc. Les structures en bande de 3 éléments paysagers s'entrecroiseront dans un niveau paysage. Des rangées de buttes de terre polygonales forment une structure de base robuste pour le parc. Ici, vue d'un peu plus près. Entre les plateaux situés plus haut et les dépressions sont créés des espaces intro et extrovertis et sont place à différentes interprétations. Le premier élément paysager remonte à l'histoire du lieu dans lequel les bosquets des citronniers jouent un rôle significatif. Nous les appelons agricultural patterns. C'est pas traduire. Ce quadrillage d'arbres entoure le parc et forme son image vers l'extérieur. Il offre d'agréables zones ombragées pour pique-niquer, se garer, jouer et faire du sport. À part aussi utilisé pour le parking. Le second élément paysager marquant est le corridor humain, déjà évoqué, un espace de mouvement pour une utilisation intensive où les installations nécessaires au parc et l'infrastructure technique se concentrent. Il s'étend, comme signalé plus tôt, sur le niveau stable du terrain existant, comme une bande infinie autour du bassin de rétention. Là où le déblai et le remblai créent la différence de niveau dramatique. Le corps des bâtiments nécessaires se fond dans les masses de déblai remblayées. De larges promenades et de places assises, des aires de jeu et des zones de repos, de l'art et de la culture seront intégrés à cette bande. Le troisième grand élément paysager est la forêt vierge artificielle. Elle traverse le parc le long de la vallée sèche, située en profondeur de l'Ayalon et ses affluents. Bien alimentés en eau, les arbres atteindront des tailles impressionnantes et supporteront les inondations temporaires. Avec le temps, une canopée luxuriante ombragera les cours d'eau, qui pourront aussi couler dans les mois d'été. 3 altitudes reflètent les bandes paysagères contrastées. Au plus bas se trouve le Grand Ouest sauvage, avec ses cours d'eau, des chemins étroits et des petits ponts. Ici, une interprétation peut être encore trop aménagée. L'ouest est orienté vers l'intérieur, ainsi que les espaces de style urbain, aux ouvrages d'entrée et de sortie pour la gestion des grues.
Notamment, la sortie sera un ouvrage spectaculaire. En été, ce sont 9 mois, on peut l'utiliser comme lieu d'événement. En hiver, ce sera un théâtre d'eau fascinant. La végétation du deuxième niveau, située plus haut, dépend des faibles précipitations et se développera donc en une sorte de savane. Le corridor humain se trouve dans cette zone avec son réseau principal de chemins, ses rampes et ponts qui traversent l'Oué et le canal de dérivation. Un troisième niveau encore plus haut naïf, avec l'intégration de la décharge et d'une terrasse à sa base et de passerelles croisant les autoroutes et la voie de chemin de fer. Le caractère particulier de la morphologie des fleuves et des pentes abruptes vers la terrasse au pied de la décharge nécessite un élément de liaison qui traverse les fleuves et la dérivation de manière adaptée. Des couloirs aériens relieront directement le motif agricole avec l'iria et les chemins au-dessus des buttes de terre entre elles. Ils permettent de jeter son regard loin au-dessus du parc et de se promener en hauteur ou dessous de la cime des arbres. Bien entendu, seule de l'eau propre doit atteindre l'Oué. C'est pourquoi l'eau qui coule dans le parc est conduite dans une série de massifs de roseaux et de joncs qui nettoient l'eau. Le canal de dérivation, déjà évoqué, est le second garant de la qualité d'eau. Une digue régule l'eau entrante. Elle dirige la première vague d'eau, souvent très sale en dehors de l'Oué, vers le canal en béton à l'ouest par la dérivation. Seule la seconde vague, moins sale, s'accumule dans le bassin de rétention centrale. La dérivation court parallèlement vers l'Ayalon sur une largeur de 40 mètres à travers tout le parc. La partie basse du profil doit être conservée libre d'arbres et de buissons. Dans la mesure où le canal est presque toujours sec, on peut pratiquer ici des sports de rapidité comme le vélo par exemple. Un théâtre de plein air pourrait constituer une attraction particulière. Il pourrait accueillir 5000 spectateurs dans une partie couverte et dans un grand théâtre formé de terre, environ 25 000 visiteurs. Le lac se situe au-dessus de la grue du siècle. La rive nord serait plutôt urbaine, architectonique, le sud plutôt naturel. Le plan maître montre la liaison des bandes et des éléments paysagers et éclaircit la relation avec les lieux particuliers. Avec la force absolue de la montagne Iria qui pousse les fleuves sur les côtés et avec les champs monotones de Mikvé qui doivent avoir une structure avec des bosquets et des allées. Le fleuve sauvage, la Dora, duquel ce parc tire son nom, suggère un paysage naturel. Mais ce n'est pas du tout le cas. Sur un terrain de 45 hectares près du centre-ville de Turin, diverses entreprises de l'industrie automobile avaient leur site de production. Les dernières de ces entreprises ont été fermées à la fin des années 80, la plupart des bâtiments détruits.
L'ancienne zone industrielle s'étend le long du fleuve Dora et est entourée de lotissements d'habitations à majorité neufs. Après un appel d'offres international, nous avons été chargés de la transformation de ces friches industrielles. Correspondant aux limites de l'ancienne industrie, le blanc montre 5 différentes parties de parc. Leurs différences fonctionnelles et leur allure esthétique reposent sur la qualité des structures industrielles restantes. Ainsi, chaque partie obtient un caractère très individuel. Il a d'abord fallu répertorier ce qui existait, découvrir les couches de différentes informations et évaluer les qualités des éléments isolés pour créer une structure paysagère. Le niveau d'information le plus important s'est donc limité au reste des bâtiments industriels. Les sous-constructions des bâtiments détruits, les halles de production et les tours de refroidissement restantes, la dalle de béton au-dessus de la Dora. À l'est de ce terrain, le besoin d'expansion de l'industrie était si fort qu'elle ne fut pas construite au bord de la Dora, mais bien sur elle. L'élément naturel, le fleuve, a disparu sur les halles et était corseté dans du béton. Le béton couvre jusqu'à aujourd'hui la partie du parc à l'est. À l'avenir, la lourde dalle de béton au-dessus de la Dora doit être supprimée. Nous voudrions cependant conserver la sous-construction comme héritage industriel et comme butée pour des nouveaux ponts qui doivent relier les différentes situations du parc, un vaste espace arboricole. Le fleuve ouvert passera à nouveau dans une gorge sauvage comme lorsqu'il dut, jeune cours d'eau sauvage, tracer sa route à travers les falaises. C'est cette année où on veut commencer avec la destruction de la dalle. Ensuite seulement pourra être construite la partie nord du parc et le bocage planté. Nous trouvons aujourd'hui l'eau ouverte dans un bras artificiel à côté. La position des piliers des anciennes halles de production est visible grâce au quadrillage des arbres. Les futurs bocages ombragés intègrent les fonctions typiques d'un parc public. Des petits jardins et places ont besoin de protection et sont pour cela chambrés jusqu'à la dalle de béton. Les surfaces industrielles ne permettent pas un système d'eau constant. Il a donc dans chaque partie du parc son propre caractère. Nous acceptons ainsi les règles des constructions techniques restantes, voulant conserver leur information spécifique pour l'image du parc et des jardins. Dans la partie ouest, la sous-construction des machines sera le principe d'organisation des jardins aquatiques. Les ruines ont cependant parfaitement été repeintes sans notre participation. L'espace sera dominé dans cette partie du parc par un ponton dérivé d'anciennes colonnes métalliques. Le ponton montre le point de départ du projet de combiner l'ancien et le nouveau mieux que les sous-constructions trop rénovées. Mon fils et successeur Tillman, qui dirige ce projet, explique ici le conseil aux hommes politiques. Le ponton offre, en plus d'une vue inhabituelle sur l'espace, une liaison agréable
passant au-dessus de la rue car le même niveau continue dans la partie suivante du parc. Cette zone d'Italie comporte l'héritage le plus important de la période industrielle. Ce sont les anciennes usines qui représentent déjà une sorte de centre. La halle conservée deviendra une loggia urbaine. Celle-ci se prête à une multitude d'utilisations différentes, en plus du sport et du jeu. Ce sont surtout des activités culturelles qui utilisent le toit comme protection contre la pluie et le soleil. La loggia urbaine sera un point central du quartier. Des concerts, des actions culturelles, des expositions remplissent l'exigence culturelle. Cette utilisation ultérieure repose notamment sur le fait que les piliers sont fixés et ne doivent pas être étançonnés sur la façade. Suivant le ponton en venant de l'ouest et pénétrant de nuit dans la halle, on se retrouve dans un monde secret. D'une ancienne halle encore plus grande, on a pu sécuriser que les immenses piliers métalliques. Il n'en reste donc que des ruines. Le toit n'a pas pu être rénové et a été supprimé. On pourrait dire qu'avec une grande clairvoyance, un ingénieur a pensé à l'avenir. Comme évoqué plus tôt, il a fixé les piliers de la halle de sorte qu'ils tiennent de manière autarcique et puissent porter un ponton menant plus loin. C'est en tout cas le projet. Le motif bizarre se métamorphosera en une jungle futuriste avec des vrilles vivaces envahissant les piliers et les gaines de béton. On anticipe sur cette représentation la vigne sauvage grimpante conquiert déjà les tours de béton et les imposants piliers métalliques. Vous voyez les tours qui doivent être équipées de toboggans et pas uniquement pour les enfants. Les portes, les ponts et les escaliers, les rampes et les gorges relient les parties du parc entre elles et avec les quartiers environnants de la ville. En raison des divers changements de situation et de hauteur, ils forment leur propre niveau d'information et disposent pour cela d'une grande expressivité. Le ponton haut se poursuit jusqu'à une terrasse beaucoup plus haute sur le Corso Montara émuré, actuellement encore en travaux. En tant que balcon de la ville, elle comportera une promenade, des plantations d'arbres et des bancs tout le long qui formeront en même temps un appui pour les fondations de terre. Les hauts murs se couvriront rapidement de verre, comme le montrent les murs de soutènement construits 2 ans auparavant. Nous avons prévu, comme dans le parc paysager du Duisburg Nord, un système d'eau de pluie indépendant. Il devrait être alimenté à l'énergie solaire. Au niveau inférieur, des fins canaux absorbent les eaux de pluie s'écoulant. Les parties constructives des anciennes tours de refroidissement devraient être transformées en éléments principaux du système hydraulique dans les jardins aquatiques avec des effets climatiques spéciaux. Lors de l'ouverture, 2000 avant, la vieille rue Haute, c'était une autoroute sur le fleuve, a été détruite et métamorphosée en promenade et vastes prairies entre les allées existantes. Grâce à son héritage industriel, le parc
qu'Odora symbolise auparavant la plus grande friche industrielle intramuros de Turin. Une compréhension particulière de la ville et de la nature et une mutation sociale. Le prochain exemple montre la métamorphose d'une ancienne usine à Haute-Fourneau en un parc situé au nord de Duisburg, notamment son image actuelle. Par exemple, l'image des grands événements comme la 24 Hour Biker Race, l'usine des Hautes-Fourneaux ici dans les années 20, fermée en 1985. Depuis 20 ans, il est bâtiment industriel classé monument historique. Aujourd'hui, transformé dans un paysage, un parc et dans une attraction touristique. La vue publique peut se déplacer vers les sites industriels désaffectés. L'espace prime sur l'activité et l'utilisateur décide de ce qu'il peut en faire. Ayant travaillé pendant plus de 10 ans sur les différents niveaux du site de 200 hectares, nous avons appris que les ruines industrielles, la ferraille et le débris ne sont pas du tout laids et inutiles. Elles peuvent s'avérer être des structures fascinantes à transformer lorsque cela s'avère possible en élément intégré dans le paysage. Il n'est pas nécessaire de rétablir un nouvel ordre dans le chaos, mais nous devons concevoir un système le rendant intelligible. Nous devons inciter à de nouvelles connotations. Ainsi, les immenses machines deviendront des objets d'identification, des repères marquants ou des créatures fabuleuses. Les touristes se promènent au milieu des usines en ruine, apprennent à se les approprier et à les utiliser selon leur propre imagination. Des lieux abandonnés et vétustes deviennent des lieux dédiés au film, à la danse, au théâtre, à la musique. Vous voyez ici, c'est peut-être intéressant, cette image de la symphonie des Mille de Gustav Mahler, qui a besoin de ces grandes dalles si on veut la présenter. Des espaces sont aménagés pour des activités sportives généralement associées avec des paysages étrangers. D'anciens abris de minerais deviennent les parois en rocher d'un décor de montagne. Les jeunes enfants jouent entre les parois vertigineuses. Et les jeunes entre 12 et 16 ont grand plaisir d'avoir leur propre territoire dans les magasins pour le minerai de fer manganèse. L'ancien gazomètre abrite un monde sous-marin pour des cours de plancher. Vous voyez le plan général d'aménagement qui montre l'addition des éléments différents. Il est aussi chaotique comme la réalité. À cause de ça, je vais expliquer le principe des 5 strates avec un plan plus abstrait. Les 5 systèmes autarciques se superposent. Le parc ferroviaire, c'est en vert, le parc aquatique en bleu, les promenades urbaines en jaune, les différents types de végétation, néophytes
et les sols transformés par l'industrie et les éléments de connexion. Les objets des éléments de connexion, encore une fois, dans une esquisse. L'esquisse montre les endroits qui se dirigent vers l'extérieur et les autres qui sont orientés sur soi, même à l'intérieur. Ça veut dire que l'un doit créer toutes les informations, l'autre peut utiliser les informations de dehors. Tout cela rejoint l'image d'un paysage dans lequel, au lieu des sommets de montagne, les chaînes de montagnes techniques servent d'orientation à l'intérieur des zones urbaines chaotiques. Les différents types de végétation, néophytes et les sols transformés par l'industrie. Dans les zones plus étendues du parc, la végétation a conquis les formes dévastées et donne l'idée des anciens espaces. Un jeu de couleurs révèle la flore constituée jusqu'à 50% de néophytes qui ont immigré en même temps que le minerai, c'est-à-dire avec les minerais. Une deuxième ressource de matériaux est le recyclage. Même le sol que vous voyez dans les deux images est fait de produits de démolition. Recyclage, une autre méthode de transformation. Les nouvelles espèces de végétaux nous conduisent à repenser le phénomène écologique. Nous changeons nos façons de voir de la nature et les plantes immigrées. Tout cela est associé au terme traditionnel du jardin. Vous voyez dans ces quatre images comme le temps change les objets malgré qu'ils sont prévus de rester nature. Le spirale de fougères est à renouveler enfin toutes les 20 ans. Les fougères et le lierre après avoir envahi le jardin totalement. Les vestiges de l'industrie passent d'une neutralité rationnelle à une qualité sémantique. C'est pourquoi, dans le processus d'aménagement, la tentative de décryptage brime sur la recherche de la compréhension et une stratégie visant à préserver les niveaux d'information à priorité sur l'image d'ensemble. Je vais illustrer ces propos à l'aide de deux niveaux importants et d'un élément spécial, le tout formant des aspects indépendants du parc. Le parc ferroviaire, le parc aquatique et la Piazza Metallica. Le parc ferroviaire, la vaste arbre ferroviaire, jadis conçu comme un système fonctionnant au moyen de la gravité, révèle au milieu la taille et l'espace. Elle était entièrement envahie par les herbes. Après des travaux de coupe des arbustes et des arbres, les formes spectaculaires peuvent être observées depuis la plateforme dominante des eaux fourneaux. Une nouvelle promenade a été aménagée le long de l'ancienne voie ferrée aérienne et traverse de grandes zones du parc. Elle permet de contempler les anciens abris de stockage. Ils se sont transformés progressivement en jardins, ainsi qu'en jardins suspendus abritant du matériel pollué enterré dessus. 19 ans après, les visiteurs peuvent y pénétrer à partir du terrain situé dans la partie basse et le parc de voies de ferrée le surplombe tout simplement. À partir d'une autre passerelle traversant le soi-disant musée des Blockhaus, au niveau de l'ancienne voie ferrée, vous pouvez contempler à la fois
Les profonds canyons en béton foncé avec leur végétation dense à l'aspect exotique et les rangées éclairées de cerisiers situées en face des Kaupa. Le deuxième niveau est le parc aquatique. Un canal d'eaux usées, l'ancien EMSA, était destiné à évacuer les rues usées. Pour le nouveau système d'alimentation en eau potable, nous utilisons la structure de cette ancienne construction afin d'éviter tout contact avec le sol pollué tout autour, excepté le passage par le glacier. Les eaux usées sont acheminées à l'intérieur d'une canalisation souterraine. Les eaux pluviales sont collectées et acheminées à travers des petits ruisseaux à l'air libre. Et le système aérien existant jusqu'au nouveau canal. Sur leur chemin, elles passent par les anciens bassins de refroidissement qui sont devenus des nouveaux biotopes. Pour le système d'oxygénation, l'eau est pompée à partir du canal et passe à travers une vis d'Archimède fonctionnant à l'énergie éolienne. Elle est déversée à partir de différents points d'après avoir traversé les jardins. Une information presque tout neuve, le canal après avoir reçu l'eau d'un cimetière baissé. Dans le nouveau canal, des plateformes invitent les visiteurs à s'asseoir. Et ce n'est pas permis, mais on utilise ça pour nager. Et les petits îlots sont colonisés par la flore et la faune. Le canal et le système d'approvisionnement en eau sont des artefacts destinés à restaurer les processus naturels. Ils sont soumis aux lois de l'écologie, mais conçus et entretenus grâce à la technologie. Le système est à la fois naturel et artificiel. Le symbole de la transformation de cet endroit est la Piazza Metallica. L'idée était de représenter le processus de fabrication du fer à la fois en fusion et à l'état solide. Nous avons trouvé les plaques que nous cherchions dans les usines de moulage de fonte et les avons agencées au centre de l'espace que nous avions choisi, débarrassés des cendres et des sédiments dus à la fonte. Ces plaques de fer fondu fabriquées 7 by 7 révèlent ce subtil motif. Ce sont des motifs comme des fleurs de gel dans les fenêtres. Maintenant, érodées à l'origine par le processus de fonte, elles continueront à rouiller et s'user. Il semble qu'un nouveau paysage ait vu le jour, le paysage fantastique succédant à l'industrie. Ah, merci.